Le temps périscolaire, c'est-à-dire au moment de la cantine scolaire, et l'idée c'est de mettre en place une convention entre les communes de résidence des enfants et la commune d'Ugine qui accueille une classe Ulysse, en sachant que les Ulysses sont affectés par les MDPH et c'est juste par secteur, il n'y en a pas dans toutes les communes. Donc l'idée c'est de mettre en place une convention entre Ugine et les communes de résidence des enfants pour prendre en charge ces temps périscolaires sur les AESH. Merci. Des questions? Oui. Oui, du coup, en commission, on avait vu pour faire passer une motion justement avant la débute, et donc on s'interroge sur la non-présence de cette motion. Au prochain manger, quoi. Oui, c'est ça. Un éclaircissement, Oui, ça. au prochain. Certains points, je suis une visioconférence. Alors actuellement, on attend en fait des réponses de l'Éducation nationale sur comment ça va se passer à compter du 1er septembre 2022. Donc on a eu des informations officieuses et non officielles. Donc j'attends les informations officielles de la part de l'Éducation nationale. D'où le report de la motion. Tu l'as ? Oui, vas-y. C'est un petit peu flou là du coup cette présentation là ça porte un petit peu à questionnement parce que là ça nous demande de nous positionner sur une délibération mais sans avoir aussi la motion. Je ne comprends pas bien les interrogations d'attente là de délai. En fait de toute façon cette délibération n'a rien à voir avec la motion qu'on va prendre. C'est-à-dire que là aujourd'hui en fait c'est une refacturation aux communes de résidence, puisque de toute façon, il y aura une prise en charge financière par la collectivité, donc les mairies, qui auparavant étaient pris en charge par l'Éducation nationale. Et au 1er septembre 2022, ça change. De toute façon, ça change. Voilà. Donc en fait, là, c'est juste la possibilité pour la commune de pouvoir refacturer aux communes dont les enfants résident ailleurs que sur Ugine. Et on refacture la prise en charge financière des AESH, qui auparavant étaient pris en charge par l'Éducation nationale. Par l'Éducation nationale. Sur le temps périscolaire. Oui, simplement, on en avait parlé par rapport à la motion. C'était très sensible au désengagement de l'État par rapport à ça. Et donc, on a du mal à se positionner par rapport à cette délibération parce que on avait discuté en réunion préparatoire que on faisait une mention et après on votait après. Voilà. En fait, on comprend pas bien pourquoi on comprend pas bien pourquoi il y a pourquoi cette motion en fait n'est pas présente, puisque là on a bien les éléments d'information, on sait précisément qu'il y a ce désengagement de l'État et que donc, les communes où sont domiciliés ces enfants auront la prise en charge des frais sur le temps périscolaire. Et donc ça c'est très concret. Sauf parce que sinon, nous ce qu'on comprend là, c'est que vous êtes dans l'attente d'autres informations, donc auquel cas on pourrait se dire la délibération on ne peut pas la voter encore puisqu'on n'a pas tous les éléments par rapport au contenu de ces changements, mais visiblement ça ne change pas, on est d'accord? Non, ça ne change pas. Le seul changement aujourd'hui, c'est qu'on avait une information de l'Éducation nationale par rapport au recrutement des AESH. Aujourd'hui, ce qui était proposé par l'Éducation nationale, c'était de pouvoir bénéficier des AESH de l'Éducation nationale sur le temps périscolaire avec une refacturation de l'Éducation nationale à la commune, qui après refacturait aux différentes communes en fonction de la commune de résidence des enfants. Là aujourd'hui, on attend d'avoir les informations officielles puisque ça ne serait plus possible et on serait obligé de recruter nous directement les AESH sans mise à disposition de l'Éducation nationale. Et pour compléter, comme c'est pas très clair, en posant la délibération maintenant, il y a 2 mois, l'État a 2 mois pour nous dire si cette délibération est validée ou pas. Donc si on n'anticipe pas autant, si jamais rien ne change sur les textes, on espère quand même pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des changements, mais il vaut mieux prévoir pire. Cette délibération dans 2 mois, c'est-à-dire nous sommes au mois
d'avril, c'est mai et juin, on sait qu'en juillet et août, il n'y a rien qui se passe, désolé, tant que tout le monde. Nos délibérations sont valables, on pourra refacturer aux communes dont les enfants sont originaires. Et on a besoin de tout ça pour y arriver aussi, puisqu'on va soumettre à l'avis de la sous-préfecture, des services de l'État, cette délibération. Soit ils nous la rejettent, on verra bien, parce que les textes ne sont pas très clairs là-dessus, voire très peu rapports, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça qu'on pousse le bouchon pour dire, attendez, s'il y a des enfants qui viennent de l'extérieur, ok, des enfants du Gine, ok, bon, il me semble normal qu'on refacture une partie à la commune. Donc ça nous donnera la validité ou pas d'une délibération sur des points sur lesquels aujourd'hui il y a vraiment plus que le flou, il n'y a rien. D'accord? Donc on ne vous demande pas de dire on est pour ou contre, on dit simplement ça anticipe quelque chose et dans les délais administratifs on est obligé d'apprendre maintenant. On ne peut pas attendre un mois de plus et on a pratiquement perdu la possibilité de valider définitivement cette délibération. Alors du coup, effectivement, on avait préparé une intervention dans le cas où il y avait la motion, mais ceci étant, ça ne change pas forcément notre position par rapport à cette délibération. Lors de la précédente commission, on s'était interrogé effectivement sur la pertinence, en tout cas la sensibilisation qu'il pouvait y avoir sur le fait de ne pas tous voter pour cette délibération. En engagement, en tout cas, de dire on s'oppose en fait à ce désengagement justement de l'État, que c'est une vraie problématique pour les communes. Et donc du coup, je vais vous lire quand même juste l'intervention qu'on avait préparée et qui est donc, en lien avec la délibération, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas la motion. Suite à nos échanges lors de la précédente commission et après réflexion avec Eric et Benjamin, il nous paraît incohérent d'acter une motion qui dénonce le contenu de cette délibération et pour autant de voter à l'unanimité la délibération en question. Ce n'est pas logique et nous pensons qu'il est important, même si la majorité est atteinte, qu'un maximum de votes contre soit représenté dans un souci de sensibilisation, d'alerte sur le danger du désengagement de l'État. La motion impulsée était essentielle et forte, mais il ne faut pas oublier la représentativité des votes au sein d'un quorum. Une délibération votée à l'unanimité n'a pas la même valeur qu'une délibération votée tout juste à la majorité, et dont un certain nombre de voix s'élèvent tout de même pour dénoncer son contenu. Bien que les directives viennent d'en haut, des ministères, nos engagements au sein d'un conseil municipal ne sont pas vains. Ils se doivent d'être porteurs de messages, d'alerte, de dénonciation, et nous pensons que nous devons nous en saisir au sein de ce conseil. Aussi, nous espérons que d'autres voix parmi nous, ce soir, accompagnent notre vote contre cette délibération. Merci. Merci. Il y a d'autres interventions, des oppositions, des abstentions. Non, opposition, pardon. Enfin, moi, sans opposition. Très bien. Ensuite, Virginie. La délibération numéro 18 porte sur la création d'un point relais MDPH et une convention partenariale entre la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et la ville d'Ugine. La mise en place de la structure Ugine France Service permet de proposer une offre complète de proximité d'appui aux démarches administratives à l'ensemble de la population uginoise. Considérant la volonté de la ville d'Ugine d'offrir un service public de proximité et de qualité pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap et de leurs aidants à leurs droits et au soutien dont ils peuvent avoir besoin, il est proposé de créer et de développer, en concertation avec la MDPH de la Savoie, un point relais MDPH au sein de la structure Ugine France Service. La MDPH 73 s'engage auprès de la structure d'Ugine à accompagner les agents qui assureront ces missions d'accueil et d'appui à travers la désignation d'un référent dédié, des formations régulières et actualisées, un contact privilégié pour toute question utile à l'aide du public, la possibilité d'organiser des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence avec un conseiller MDPH. Une convention de partenariat mettant en lumière les objectifs et les engagements réciproques est ainsi proposée. Merci Virginie. Des questions? Un petit complément d'information. Alors,
Il faut savoir que depuis plusieurs années, les personnes en situation de handicap rencontrent de grandes difficultés en termes d'accompagnement et de suivi. Donc, c'est dans cette dynamique que, bien évidemment, on passe cette convention. Sachez qu'il y a d'autres décisions que nous avons prises. On va rencontrer très prochainement avec Séverine et Michel Baronnier, une quinzaine d'acteurs locaux, territoriaux et départementaux qui touchent tous les types de handicap. L'idée, c'est vraiment de recenser toutes les problématiques, toutes les difficultés et de voir comment on peut travailler ensemble, même s'il y a des choses qui sont confidentielles, pour qu'on apporte vraiment des réponses appropriées. Ça, c'en est une, mais je pense qu'il va falloir en développer d'autres. D'autant plus que c'est vraiment une volonté aussi de la préfecture. Donc voilà, je voulais évoquer ça parce que ça vient aussi en accompagnement de la délibération qu'on a prise juste avant. À un moment donné, l'État continue à se désengager et c'est pas possible, je veux dire. Les personnes en situation de handicap ont besoin de nous, ont besoin des collectivités, ont besoin des CCS et ont besoin de l'État, je veux dire, dans leur quotidien. Merci. L'intervention ou question Oui, nous on a bien étudié et on a discuté avec plusieurs personnes sur ce point-là. On est tout à fait pour cette création d'un point relais. Je trouve que c'est une chose positive et on ne va pas aller à l'encontre. Par contre, comme c'est toujours au centre du GIN France Service, on s'interroge toujours sur la formation de ce personnel et la confidentialité des échanges qu'il y aura. Et ce n'est pas que c'est une réflexion qu'on a eue pas qu'au sein de nous trois et auprès d'autres personnes. Voilà. Mais nous approuvons tout à fait la création de ce point. Voilà. Je peux vous faire confiance sur votre personnel. Je peux vous apporter juste une réponse. La formation, de toute manière, c'est indispensable. C'est la première chose qui a été évoquée. Mais nous l'avons demandé, mais bien évidemment, la MDPH et le conseil départemental l'avaient prévu, bien évidemment. Mais pas qu'une formation, je veux dire, avant la mise en place, c'est une formation permanente qui va exister, bien évidemment. Après, c'est comme à un moment donné, je veux dire, la convention qu'on avait pensée avec IDF Solidarité, je veux dire, on a des professionnels, au même titre que des assistantes sociales, etc., et qui vont travailler en toute confidentialité et qui vont avancer sur le sujet, c'est une évidence. Et si on ne passe pas par là, de toute manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à avoir des dossiers qui vont traîner 6-8 mois comme ça, simplement sous le fait que ça doit passer que sur Chambéry. Un agent qui travaille à Chambéry ou qui travaille ici, la confidentialité doit être la même. Oui, juste par rapport à ça, on sait très bien que la MDPH, c'est un service qui est déjà à saturation et je ne sais pas s'ils se donneront des moyens supplémentaires pour former des personnes. C'est cette interrogation qu'on a à ce niveau aussi. Hein. Ce n'est pas au niveau que du GIP. Est-ce qu'ils abonderont dans ce sens-là? C'est confirmé. Nous espérons. Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Sophie. Alors, la délibération du numéro 19 porte sur la convention du partenariat avec la Fondation Facile. On a eu l'occasion d'accueillir l'exposition de Claude Bateau avec les visages et paysages d'en haut et mythologie 1956-1981. Pour finaliser cette exposition, donc, un partenariat a été mis en place avec la Fondation Facile pour la coédition d'un livre qui va mettre en évidence en fait, les photographies qui étaient présentes sur l'exposition et une auteure qui s'appelle Aliona Bokova qui va écrire des textes en relation avec les photographies pour faire un objet d'art à part entière. Donc en fait, cette convention est passée pour que la ville participe à 50% du montant financier, c'est-à-dire 5 600 €. On aura donc 250 livres qui nous seront dédiés pour la ville. Donc ça sera un bel ouvrage de 128 pages. Et après, le prix de vente envisagé pour le public est de 28 €.
questions? Excuse-moi, ça dit 28 €. 28 €. J'ai un problème d'oreille aujourd'hui. Merci. La raison, les micros sont trop courts. Ça marche trop bien. Pas d'autres questions, interventions, des oppositions, des abstentions? Merci. Sophie. Dans le cadre donc, de l'accueil des artistes au Festival des univers numériques du Gine, qui s'est déroulé du 3 au 6 février, la ville du Gine prend en charge les frais de restauration pour les repas du soir pour la période du 27 janvier au 6 février. Et donc il est proposé un montant forfaitaire de prise en charge de 19 € maximum par artiste et par repas, ce qui représente un montant maximum de 1 672 €. Merci. Des questions? Des points, des oppositions, des abstentions? Gérard, la terre. Déjà bon. On va prendre un cours. Hein. Donc il s'agit de l'adhésion, c'est un renouvellement, adhésion au groupement de commandes départemental du SDES pour l'achat d'électricité. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la commande publique et notamment ses articles F 2113-6 et suivants, vu le code de l'énergie, notamment son article F 331-1 et son article F 337-7, modifié par la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Vu la délibération du bureau syndical du SDES en date du 1er mars 2022, approuvant l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés, dont le SDES est coordonnateur. Considérant l'intérêt de la commune du Gine d'adhérer au groupement de commandes précité pour ses propres besoins en matière d'achat d'électricité et de services associés. Enfin, vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'électricité, laquelle est jointe en annexe, si vous la consultez, elle est là, il y a 15 pages, la commission municipale a examiné le dossier. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente et approuvé le 1er mars 2022 par le bureau syndical du SDES, de décider de l'adhésion de la commune du Gine au groupement de commandes pour l'achat d'électricité et des services associés, d'autoriser M. le maire ou à défaut son représentant à signer la convention constitutive du groupement et à signer toute pièce à intervenir et à prendre toute mesure d'exécution en lien avec la présente délibération. De décider que les dépenses résultant seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. La participation financière de la commune du Gine est fixée, révisée conformément à l'article 7 de la convention constitutive du groupement. De donner mandat au président du SDES pour qu'il puisse collecter les données de consommation de chaque point de livraison et pour qu'il signe et notifie les marchés conclus dans le cadre du groupement de commandes dont la commune sera membre. De décider enfin de l'abrogation au 31 décembre 2023 de la précédente convention constitutive du groupement de commandes, approuvée le 10 février 2015 par le bureau syndical du SDES et le 28 avril 2015 par le conseil municipal. Merci. Des questions? Pas vraiment, mais plutôt une réflexion. Je me suis intéressé un peu à la consommation électrique pour les communes. Source ADEME, hein. L'éclairage public, c'est à peu près 40% du budget des communes en électricité. Hein. C'est pour ça qu'on fait la consommation en LED. Mais justement, je continue. Il y a eu des gros efforts et une volonté vraiment sur Ugine de diminuer cette consommation en équipement de LED. On s'interroge toujours si on pourrait peut-être pas aller un tout petit peu plus loin encore. C'est-à-dire que je trouve qu'à Ugine, on est bien éclairé. Hein. Est-ce qu'on pourrait réduire dans certaines zones un peu l'éclairage public tout en nuisant pas à l'ensemble? C'est une réflexion qu'on a, hein, mais on a d'ailleurs on avait voté pour ces changements-là. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont en cours. Voilà. 40%, non mais c'est une moyenne, hein, je ne dis pas qu'Ugine est à 40% de son, mais c'est des moyennes qui ont été fournies et on sait bien, on est conscient, on l'a eu dans des précédentes délibérations, qu'il y a eu une baisse de ce coût-là par des nouveaux équipements. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore un peu plus loin, je pense, sur l'éclairage public? On n'a pas assez communiqué,
Donc là, il y a les lettres, depuis la vie, on est plus de 40%, on est plutôt autour de 60-70%. Et aujourd'hui, à partir de 22 heures du moins, on passe l'éclairage public à 50%. Il n'y a personne qui peut le voir parce que, je veux dire, l'œil n'arrive pas à faire la différence avec le LED entre 100% et 50%. On est en train de se poser la question si on ne va pas, malgré tout, mettre tout à 50% depuis la nuit jusqu'à ce qu'on passe à 50%, parce qu'on ne se rend pas compte de la différence. C'est pas mal, Et là, ça a été mis en place, c'est ça? Oui, c'est déjà en place. Et de toute façon, qui est à la commission DSP, c'est toi, maintenant. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a un travail à faire, puisque le renouvellement du contrat que nous avons actuellement, qui n'est pas tout à fait une DSP, mais c'est comme une délégation de service public, doit être faite pour le 1er janvier 2023. Donc, on doit retravailler sur le contenu de ce que l'on souhaite vis-à-vis d'un délégataire ou pas, pour reprendre en revue. Enfin, il y a tout ce travail qui est préparé par les services, et ensuite on va voir comment on fait. Et là, on aura tous les chiffres et les évolutions justement de nos consommations. Du coup, on attend justement de communiquer, n'hésitez pas à communiquer, parce que c'est vraiment une info qui est importante et je pense que ça concerne pas mal de personnes, donc ça sera vraiment un plus de le savoir, quoi. Donc c'est super. Merci. D'autres interventions? Des oppositions, des abstentions, merci. Des libérations, Jean-Pierre. Demande de subvention auprès de CIVAC. Les services de l'ONF ont proposé à la municipalité la programmation pour l'année 2022 des travaux en forêt communale. Le montant des travaux comprenant le dégagement de chenilles des pressages anti-thermiques s'élève à 13 999,56 €. Les travaux peuvent faire l'objet d'une aide accordée par CIVAC à hauteur de 2 999,79 €. Merci. Des questions? Pas d'opposition, des abstentions. Michel, de 3. Donc on a déjà parlé de la réflexion de la place du Lagardy, surtout faire d'étanchéité. Donc les montants de travaux est prévu autour de 226 135 €, puisqu'on a signé les marchés. Les travaux ont débuté déjà depuis 15 jours, on attaque la 3e semaine de travaux. Les travaux sont prévus pour 2 mois et demi à peu près. Donc là, la délibération a pour objet de demande de subvention, soit pour l'État, le conseil régional, le conseil départemental et l'organisme. Des questions? Pas d'opposition, des abstentions. Michel Toulouse. Docteur Chavant. Docteur Chavant, donc on a déjà présenté ce projet donc, sur la route du Docteur Chavant. L'estimation est de 602 135 €. Le marché sera composé de 4 lots, génie civil, électronique, câblage, aménagement paysager. Donc il y a lieu d'autoriser le maire à signer les marchés du 2 décembre lorsque on aura finalisé les négociations. C'est le lancement du marché. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Simon. Les avantages. Et des bonus. En février dernier, le Conseil avait déjà approuvé effectivement le plan de désamiantage et de déconstruction sur les anciennes propriétés Jean Gros, Ex-Total et Molière. Avec cette délibération, on autorisera donc monsieur le maire à signer les différents marchés et les différents lots qui ont été lancés, donc négociés, analysés et donc ce soir attribués. Le loin des alimentages serait attribué à l'entreprise des alimentages dauphinois pour un montant de 78 950 €. Les déconstructions ont été séparées en 2 lots. Un premier lot dédié au site Total et Jean Rose, attribué à CPV Déneigement pour 56 000 €. Et puis un second lot, déconstruction du site des Molières pour 142 452 €, attribué à l'entreprise Basso TV. Tout cela a été vu en commission achat. Merci. Des questions? Point, les oppositions, les abstentions. Simon Toulouse pour Petite Ville de demain. Dans le cadre de Petite Ville de demain, la commune a la possibilité d'obtenir des financements de l'État
et en particulier de la Banque des Territoires, en passant notamment par un organisme intermédiaire, Agathe. Pour obtenir et déposer ces demandes de subvention, il faut systématiquement une délibération. Celle qui vous est proposée ce soir permettra effectivement à monsieur le maire de solliciter au fil de l'eau ces subventions qui ne pourront être affectées qu'à des dossiers d'ingénierie, donc des études, des diagnostics. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions? Sinon, toujours pour les épaules de Charrière. L'année dernière, la commune a acheté effectivement les locaux ex-Gardet, donc rue Charrière, juste derrière l'église. Il y avait précédemment une cellule. Dans le cadre de travaux de rénovation d'ensemble, il a été convenu de créer 2 cellules commerciales. Cette première délibération, consiste en la mise en place d'une convention d'occupation à titre précaire, puis d'un bail commercial avec la société Lemco, qui propose une activité de vente de bière en bouteille, pas de consommation sur place, que la vente de la boutique. Et cette location, donc d'une cellule de 50 mètres carrés environ, se ferait sur les conditions suivantes. Tout d'abord, une convention à titre gratuit pour 2 mois, pour permettre à l'entreprise, à la société de pouvoir aménager le local, et puis ensuite la mise en place d'un bail 369 avec des loyers pour les 3 premières années à 10 € hors taxe du mètre carré, soit environ 500 € mensuels, et à partir de la 4e année, on reste sur ces 10 €, mais en indexant effectivement tout cela, en appliquant l'indice de référence des loyers. De plus, dans le cadre des discussions avec la société Lemco, les futurs locataires ont accepté de prendre en charge un montant de 10 000 € quant aux travaux initiaux, et c'est ce qui permet aussi de justifier ce tarif de location. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Le deuxième local de Charrière. Donc, délibération sur la seconde cellule, effectivement, rue Charrière, qui serait prise donc, par la société SARL Chaos Gourmandise, qui propose de la vente de produits alimentaires, et en particulier chocolat, pâtisserie, etc. On est sur le même cas de figure que pour la délibération précédente, si ce n'est que cette fois, la future locataire prendra en charge 15 000 € quant aux travaux de réalisation initiaux. Et pour cela, sur les 3 premières années, un loyer de 8,57 sera appliqué, soit 600 € mensuels pour sa cellule de 70 mètres carrés. Et à partir de la 4e année, on passe à 10 € du mètre carré. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Marie-Thérèse.